Formidable. Formidable, formidable, formidable. OK, très bien. Alors, je vais mettre diaporama ici à partir du début. Voilà, très bien. Ça marche pour tout le monde? Formidable. Merci Marie pour le... Merci, super. Très bien. J'ai changé le settings aussi. Alors voilà, donc j'avais intitulé ça La vie radieuse, donc le Corbusier et les unités d'habitation. Et vous pouvez voir donc sur l'image, en fait, ce sont des élèves de Essoyet qui ont visité une des cités radieuses, la maison radieuse de Rezé. Alors, hop, sur la suivante, donc voilà, ça c'était donc le Corbusier, j'en ai déjà parlé, je vais avancer un petit peu dans mon propos, donc avec la Chaux-de-Fonds, donc, qui était l'endroit où il a grandi. Ici, voilà son atelier de la rue de Sèvres. Donc, vous voyez, c'est un petit atelier, mais qui est vraiment un laboratoire d'idées. C'est intéressant de voir comment les architectes travaillaient aussi à l'époque. Les architectes travaillent différemment aujourd'hui. Ils sont tous sur ordinateur, hein, sur AutoCAD, à faire des belles choses en 3 dimensions. Mais là, c'était vraiment une armée de dessinateurs et de dessinatrices aussi. On voit au premier plan, il y a quelques femmes aussi qui travaillent avec Le Corbusier. Et donc, ils vont produire en fait énormément de dessins, des dessins techniques et puis des dessins de toutes les parties des édifices que le grand maître a conçus dans son esprit. Et donc, ils vont le jeter finalement sur le papier. Donc, Le Corbusier, donc voilà, cette revue, donc l'Esprit Nouveau, je passe un petit peu plus rapidement. Ici, vous avez la couverture du premier numéro, donc, où toutes ces idées donc, arrivent. Et ici, donc, vous avez ces premières recherches en termes d'habitat. Et donc, il va penser des choses très, très simples. Et comment aménager le plus facilement à l'intérieur les bâtiments. Donc, avec ce système de domino, par exemple, qui est un jeu de mots entre domino, le mot domino, bien sûr, ça ressemble à des dominos qui sont empilés les uns sur les autres, mais aussi avec le mot domus en latin, qui veut dire maison, et innovation. Donc, c'est innovation de la maison. Comment innover dans la construction? Et donc, il propose, voilà, 6 poteaux qui supportent des planchers en béton armé. Donc, béton armé qui va être le matériau de la modernité. Et donc, ça va servir de base ensuite à d'autres projets, comme le projet Citroën, par exemple, ou Citroën, en référence à la voiture Citroën. Et dans les écrits de Corbusier, on voit ça toujours partout. On voit la voiture, les paquebots qui font les traversées de l'Atlantique, de France de Le Havre jusqu'à New York. Il pense aussi aux avions, donc tout ça, le train aussi, et toute cette modernité, eh bien, toute cette vitesse, ce mouvement va l'inspirer dans l'architecture. Et donc là, alors vous avez le petit texte en anglais en bas qui dit que voilà, il veut reproduire en fait cela et abaisser le coût en fait de la construction pour offrir en fait cela donc au plus grand nombre. Et donc, on retrouve ça dans ce projet donc Citroën qu'il va ensuite construire véritablement à Stuttgart 5 ans plus tard, en 1927. Alors, à partir de là, Le Corbusier souhaite multiplier son logement, mais en fait, il va construire d'abord pour on va dire, une haute bourgeoisie qui souhaite voilà, avoir un bel habitat moderne, comme ici la villa Stein et de Monzy, qui est donc construit donc, pour Michael Stein, qui est un grand collectionneur d'art. Aux États-Unis, Gertrude Stein est bien connue pour ses écrits, pour avoir vécu à Paris et puis avoir écrit sur Paris. Et donc là, c'est son frère aîné qui vient à Paris et qui construit donc cette villa à Vaucresson, donc où on voit en fait les principes de la modernité qui commencent à arriver. Et vous voyez la photographie avec la voiture en bas à gauche. La voiture est associée à l'architecture moderne. Et on voit toujours très souvent en fait, ces voitures dans les représentations de l'architecture moderne, parce que la voiture, c'est justement l'objet de la modernité. Alors, le bâtiment qui va vraiment montrer ses premières expériences comme ça, en termes d'habitat, et qui est en même temps la dernière des constructions des villas blanches, qui est la villa Savoie, construite à Poissy par Le Corbusier. Donc on voit les 5 points, ce qu'on appelle les 5 points d'une architecture nouvelle. Les pilotis, donc qui permet de prolonger le jardin. Donc on a une sorte de boîte en l'air comme ça suspendue sur le jardin. Les pilotis qui permettent donc de surélever l'habitation, qu'elle ne soit pas en contact avec l'humidité du sol, qui permet d'observer le paysage. Le toit terrasse ou le toit jardin. Donc sur le toit, on peut aménager, profiter du soleil sur le toit de sa maison. Le soleil, la lumière est fondamentale en fait
chez Le Corbusier, des fenêtres en longueur, on peut voir, ou en bandeau, tout le long, une façade libre, et enfin aussi un plan libre, c'est-à-dire qu'on peut aménager l'intérieur comme on veut. Alors, on va voir que ces premiers 5 points de l'architecture nouvelle vont s'appliquer dans les cités radieuses. C'est un petit peu le début en fait, des réflexions sur les cités radieuses. Alors, ces cités radieuses, on va y revenir dans un moment, ce style, on l'appelle le style international, cette première partie donc, de cette architecture moderne. Et donc, il y a eu une exposition au MoMA, donc à New York, qui reprend en fait ces éléments d'architecture moderne. Alors, on voit tout au fond le Bauhaus, sur la droite, on voit la Villa Tugendhat de Mies van der Rohe, le Bauhaus de Gropius, et ici en bas, à gauche, on voit la Villa Savoie, justement de Le Corbusier, une maquette. Et donc, on appelle cela le style international parce qu'on le retrouve un petit peu partout. Alors, par la suite, eh bien, Le Corbusier, déjà dès les années 1920, participe à ce qu'on appelle les congrès internationaux d'architecture moderne, CIAM ou SIAM. Et dans ces congrès, on va réfléchir sur l'architecture moderne. Et il va publier la Charte d'Athènes en 1943, donc pendant la guerre, où il donne en fait ses réflexions en termes d'habitat et d'urbanisme surtout. Donc il va penser une ville fonctionnelle, rationnelle, avec une séparation des espaces, ce qu'on appellera le zoning un petit peu, c'est-à-dire un espace pour l'habitat, un espace pour le travail, un espace pour le commerce, et tout est séparé. C'est une chose qu'on ne fait plus aujourd'hui, mais c'était vraiment la pensée de l'époque. Et cette charte d'Athènes va servir de guide après pour les décideurs en termes d'urbanisme, notamment en France, mais ailleurs encore, hein, mais notamment en France, dans les années 50 et 60. Et ça va guider l'urbanisme de ces années-là, avec parfois certains petits problèmes, parce que, bien sûr, les aménageurs vont un peu modifier les idées d'origine de Le Corbusier. Alors voilà, donc Le Corbusier donc, va construire donc, ces cités radieuses, c'est un petit peu une petite introduction, va construire donc 5 cités radieuses en fait, mais 4 en France, une à Marseille, une à Rezé, une à Briey et une à Firminy. Voilà pour les situer sur la carte. Vous avez la première qui est construite donc, à Marseille, au bout de la pointe ici. La seconde construite à Rezé, donc pas très loin de Rennes, hein, c'est juste à côté de Nantes, Rezé. Celle de Briey, donc, qui se trouve donc, dans le nord-est de la France. Je crois que si Kayla est encore là, je pense que c'était celle de Briey à laquelle elle est allée. Et celle de Firminy, qui est donc dans le centre, près de Lyon. En fait, vous voyez, c'est côté de Saint-Étienne, à côté de Lyon-Saint-Étienne, qui est la dernière à avoir été construite. Il y en a une autre à Berlin, une 5e, mais qui est construite dans un autre contexte, et Le Corbusier n'y a pas participé. Alors, la première, c'est l'unité d'habitation de Marseille. C'est vraiment le prototype de cette construction. Alors, pourquoi avoir construit ça? Parce qu'on est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Marseille est sinistrée, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de destruction donc, à Marseille. Il y a 32 000 personnes, 32 000 familles qui sont sans abri, qui n'ont pas de logement. Donc, il faut trouver des solutions rapides, efficaces, pour pouvoir répondre justement à ce besoin de logement pour ces familles. En plus, Marseille a une grande partie de ces logements qui sont insalubres, donc sans le confort élémentaire, sans eau, sans salle de bain, donc c'est un vrai problème. Donc, pour remédier donc à cela, eh bien, le ministre du ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, qui s'appelle Raoul Dautry, va faire appel à Le Corbusier. Puis le deuxième ministre, Eugène Claudius Petit, va vraiment impulser le projet donc, de construction d'une unité d'habitation à Marseille. Il va donner carte blanche à Le Corbusier. Il va dire, voilà, tu n'as pas besoin des autorisations qu'il faut d'habitude, de permis de construire. On te laisse faire ce que tu veux. Tu as cette liberté. Alors, ça a été compliqué. Il a fallu trouver un terrain. Ça a été compliqué. Ça a retardé un petit peu le projet. Vous voyez que le projet, ça a duré 7 ans, hein, entre la décision et vraiment l'inauguration de cela. Donc, il a fallu trouver un terrain. Il y a eu plusieurs projets qui ont été présentés pour finalement arriver à cela. Donc, on a en tout un grand parallélépipède en fait, de béton brut.
Donc là, on voit que Le Corbusier aussi a évolué dans son architecture. C'est ce qu'on appelle le brutalisme en architecture. Béton brut, qui repose, vous le voyez, sur des pilotis, sur 2 rangées en fait, de pilotis en bas, ce qui permet de surélever donc, la construction. Et c'est intéressant parce que pour Le Corbusier, ce qu'il voulait, c'est ne pas faire juste une grande barre posée sur le sol qui aurait obligé les gens à faire le tour. C'est vraiment, si vous voulez passer par là, si vous avez une grande barre posée, vous êtes obligé de faire le tour du bâtiment. Là, vous pouvez passer en dessous. Il n'y a rien qui vient vous gêner, vous bloquer. Et c'est ça qui était intéressant pour lui. Ce qu'il ne voulait pas non plus, c'était des lotissements avec plein de petites maisons partout. Parce que pour lui, ça grignote le paysage, ça mange le paysage, ça mange de l'espace. Donc ce qu'il veut, c'est de l'espace. Et de l'espace au sol où tout le monde peut profiter de jardins, d'espaces verts. Et donc pour cela, ce qu'il faut, c'est construire en hauteur. Donc construire des appartements en hauteur plutôt que d'avoir plein de petites maisons éparpillées. Et donc ce qui fait que la cité radieuse de Marseille, comme ça qu'on va l'appeler, eh bien, est construite en hauteur, conçue comme une ville un petit peu quasiment autonome pour plusieurs centaines d'habitants. Et il va donc construire donc ce grand parallélépipède sur un très très grand terrain sur les hauteurs de Marseille, situé boulevard Michelet, un petit peu à l'extérieur en fait du centre de la ville. Donc on a ce grand parallélépipède donc de béton avec donc des appartements, je vais en reparler dans un instant, donc des appartements qui possèdent tous une loggia qui va être un élément essentiel chez Le Corbusier, parce que pour lui, il faut avoir un intérieur intéressant, mais aussi profiter de l'extérieur. Et donc la loggia, qui est en fait une pièce en elle-même, mais ouverte sur l'extérieur, est composée donc d'un balcon avec un garde-corps. Ici, cet élément-là qu'on appelle un brise-soleil, justement pour pas que le soleil arrive trop directement donc, dans la maison, dans l'appartement, et puisse gêner en fait la vue à l'intérieur de l'appartement. Donc on a donc ce brise-soleil, et ce brise-soleil, tout cela, ce sont des éléments préfabriqués. Et donc la préfabrication, c'est aussi un des éléments que va développer Le Corbusier. C'est-à-dire qu'on va construire une usine en fait sur place qui va préfabriquer les éléments pour ensuite les monter directement sur le bâtiment. Ça va permettre d'accélérer le chantier et d'abaisser en fait le coût de construction. Enfin, en théorie, bien sûr. En pratique, ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Alors, le bâtiment est composé d'une ossature en béton armé. Là, on voit bien cette ossature en béton armé. Le Corbusier a été aussi assez malin, on peut le voir sur cette image. Vous voyez que c'est quand même une grande barre qui fait 117 mètres de long. C'est assez grand. Ici, on voit qu'il y a une partie seulement qui est construite. Le Corbusier a eu peur qu'on lui coupe son projet en 2. Alors, il a été malin, il a dit on va construire d'abord tous les pilotis. Vous voyez, donc tous les pilotis ont été construits, ce qui fait qu'après, les autres, ils n'avaient pas le choix, tout le projet devait être fait finalement, puisqu'on ne pouvait pas juste laisser des pilotis comme ça. Donc, ce qui était assez malin. Ce grand parallélépipède, donc vous voyez que c'est assez massif quand même, hein, c'est assez important, est composé donc de 337 appartements, dont 196 font 98 mètres carrés. Donc ce qui est vraiment dans le, ce qui correspond en fait à la cellule familiale un petit peu la plus courante. Alors 98 mètres carrés, pour un espace, c'est vraiment c'est assez grand en fait. C'est au-dessus en fait des normes de cette époque-là. Le Corbusier, dans ce projet, avait vraiment un projet, on va dire, social. Ce qu'il voulait, c'est créer un service public de l'habitat et offrir en fait le confort au plus grand nombre de personnes et à des profils variés de personnes. Donc, le profil qu'on voit le plus souvent, c'est-à-dire c'est une famille avec 2 ou 3 enfants, donc ce qui correspond à l'appartement de 98 mètres carrés. Mais parfois, il y a des appartements qui sont plus grands, d'autres qui sont plus petits, pour des gens qui vivent seuls ou des familles qui sont plus nombreuses à cette période-là. Donc l'idée, c'était de loger essentiellement, au départ, des familles plutôt modestes, plutôt ouvrières, qui n'avaient pas en fait forcément les facilités pour pouvoir se loger facilement. Donc on est vraiment dans ce qu'on appelle du logement social, on dirait public housing, je crois, en anglais, du logement social,
pour justement offrir le confort au plus grand nombre donc, de personnes. Dans ce logement, on voit donc qu'il y a des appartements, vous voyez, qui viennent s'intégrer un petit peu comme un casier à bouteilles. C'est-à-dire qu'on vient intégrer en fait les logements à l'intérieur donc de cette ossature, vous voyez, de béton. Et donc on a comme une deuxième ossature à l'intérieur, une deuxième enveloppe qui fait une isolation phonique et qui permet d'isoler chaque appartement les uns par rapport aux autres. Alors la main invisible, ça fait un petit peu peur à certains, de voir une main vive, ça fait une polémique un petit peu, mais on voit quand même l'idée derrière un peu de ce casier à bouteille. Donc vous voyez ici sur la droite, en fond, c'est un petit peu plus foncé, c'est un petit peu grisé, donc l'appartement qui vient s'insérer au-dessus des petits carrés. Vous voyez, il y a 5 petits carrés comme ça, qui sont en fait des rues intérieures. Ce ne sont pas des couloirs, ce sont des rues intérieures. Et on va voir que ça, c'est vraiment intéressant de ce côté-là. Alors, ici, vous voyez une coupe donc de deux appartements au centre. La partie basse, en fait, c'est la partie technique. Et au centre, donc, vous avez des appartements qui sont aménagés l'un sur l'autre, comme ceci. Donc ici, vous avez au centre le carré qui est la rue intérieure. Vous avez sur la gauche un appartement qui descend, donc avec la cuisine, le salon. Ensuite, vous descendez. Vous avez un séjour qui est sur 2 niveaux. Et ensuite, vous allez de l'autre côté, vous avez la chambre des parents et la chambre des enfants derrière. Et une loggia. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que ce sont des appartements qui sont sur 2 niveaux et qui sont en même temps traversants, qui sont exposés des 2 côtés, à l'est et à l'ouest. Donc, ils ont tout le temps de la lumière, tout le temps du soleil. La lumière est vraiment importante. Et l'autre appartement, donc part ici donc de la rue intérieure, avec la cuisine, le séjour, les escaliers qui permettent d'accéder à la chambre des parents, ici la salle de bain, et ici la chambre des enfants. Je vous remontrerai une image avec l'aménagement intérieur. Donc c'est vraiment voilà, cet aménagement comme ça l'un sur l'autre, et la grande partie de l'unité d'habitation est conçue comme ça. Donc ici, voilà, on voit des élèves de l'école en 1919, en 2019, pardon, 1919 c'est un peu vieux, en 2019, qui ont visité donc, la cité radieuse donc, de Marseille, et donc qui ont pu visiter donc, cette cité, la partie, et aller sur le toit en fait, de cet immeuble. Alors ce qu'on peut remarquer sur l'image de droite, c'est on peut voir une grande bande comme ça, avec des hachures comme ça de béton. Et on voit qu'il y a un espace qui est un petit peu différent. Parce que Le Corbusier avait aussi pensé que on a des espaces de logement, certes, mais pour les gens qui habitent là, il faut aussi offrir des services, des commerces. Donc, on va aménager une épicerie, une boulangerie, voilà, un bureau de poste, un restaurant, un hôtel. Donc, vous avez tout cela qui est des services qui sont proposés donc, pour les gens et qui se trouvent dans cette rue, ici, qui correspond à une rue commerçante à l'intérieur et qui est de l'extérieur, on peut voir cette rue commerçante de l'extérieur. Donc, qui est accessible à tout le monde, hein, principalement aux gens de l'unité, mais pas uniquement. Et donc, voilà cette rue commerçante avec, vous voyez, cette lumière toujours qui entre donc, à l'intérieur et donc des commerces qui sont sur 2 niveaux, en fait, à l'intérieur de cette rue commerçante. Donc ça va être quelque chose de fondamental, donc d'offrir ces services donc, aux personnes donc, de cette cité radieuse. Donc voilà ces rues intérieures. Donc, vous voyez qu'elles ne sont pas éclairées ou très peu éclairées de manière directe. Il y a pas puisque les loggias en fait, et les appartements bénéficient de la lumière directement. Et donc ces rues intérieures sont éclairées à chaque fois au-dessus par des lumières au-dessus de chaque porte. Et on peut voir aussi, comme pour les loggias à l'extérieur, à l'intérieur, un jeu de couleurs, aussi une variation en fait, de couleurs. Donc ils jouent avec des couleurs primaires, secondaires, qu'on retrouvait déjà dans un mouvement hollandais qui s'appelle De Stijl, le style, dans lequel a participé Mondrian, vous savez, avec ses couleurs, qui travaille beaucoup avec ses couleurs primaires, et ce côté un petit peu cubiste, ces couleurs primaires. Donc Le Corbusier reprend un petit peu cela dans son architecture également. Alors, pour aussi sa cité radieuse,
Le Corbusier va aussi repenser en fait complètement la mesure des choses. Comme vous le savez, la France est un pays rationnel et c'est la raison qui gouverne. Et ça depuis la Révolution française. Et les Français ont toujours une sorte de besoin de rationaliser un petit peu tout. Donc on rationalise les rues, les routes, on a des routes nationales, des routes départementales, on a les départements justement, donc des communes, on découpe le territoire, tout est bien clair. Et aussi, on a le fameux système métrique, issu donc de la Révolution, qu'on a appliqué sous la monarchie de Juillet. Et donc ce système métrique est un système un petit peu abstrait, quoi. Sur en base 10, donc on mesure, c'est 1 mètre, voilà, bon, c'est comme ça. Et Le Corbusier, comme d'autres architectes, mais Le Corbusier va essayer de retrouver une autre mesure, et la mesure de l'homme. Et un petit peu une mesure qu'on utilise aussi aux États-Unis, les pieds et les pouces pour mesurer les choses. Et donc il va prendre la mesure d'un homme, d'1,83 m, donc debout, les bras levés, et donc, tout son mobilier, toute son architecture va être pensée en fonction en fait, de cette mesure de l'homme. Et donc, il appelle ça le modulor, qui est basé sur le nombre d'or également. Et donc, l'idée, c'est que l'homme ne soit pas perdu dans son architecture, mais puisse sentir l'architecture. Donc, ce qui fait que les plafonds, en fait, si vous allez dans une cité radieuse, pour celles et ceux qui y ont été, vous pouvez voir que les plafonds sont beaucoup plus bas, en fait, que la normale. Et donc, ça fait que parfois, nous qui sommes d'une génération sans doute un petit peu plus grande que des personnes des générations précédentes, fait que parfois on se sent un petit peu à l'étroit. C'est un petit peu étrange, mais en même temps, effectivement, on sent bien en fait, l'architecture et la mesure de l'architecture. Donc, il va appliquer donc, ce moduleur donc, pour ces logements. Donc là, on voit un dessin un petit peu donc, de ces logements avec donc, cette loggia, vous voyez, qui est pensée vraiment comme un espace en tant que tel. C'est vraiment une pièce, même si c'est l'extérieur, c'est une pièce qui se rajoute. Et on voit que c'est un espace qui est couvert et ouvert sur l'extérieur. Et ça, c'est un élément vraiment intéressant. Donc, on a la cuisine, je vais en reparler dans un instant, qui communique avec la rue intérieure. Ça, c'est un élément aussi qui est important. Et ici, vous avez en haut donc la maison, les chambres, excusez-moi, des enfants. En fait, vous avez 2 chambres qui sont assez étroites. Ça fait des chambres assez étroites qui sont sur la longueur, mais qui ont un panneau coulissant en fait au milieu et un panneau qui est un panneau ardoise sur lequel on peut écrire, dessiner à la craie. Et donc les enfants en fait peuvent l'après-midi en fait ouvrir cet espace et avoir un grand espace de jeu sur lequel ils peuvent dessiner sur le mur. Et quand ils veulent être tranquilles, dormir chacun de leur côté, hop, ils ferment la cloison et ils ont chacun leur chambre de part et d'autre. Donc là, on voit cette cloison ici au milieu qui sépare donc ces 2 espaces. Donc voilà les espaces de vie. Donc là, on a ce salon qui est ouvert, vous voyez, sur cette loggia. Et tous les détails sont pensés en fait, dans le bâtiment. Vous voyez, il y a des bibliothèques qui sont intégrées en fait, dans le mur. Ici, en bas, vous avez un banc. Donc vous pouvez vous asseoir sur le banc. Vous êtes à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. C'est un banc, mais en dessous, en même temps, c'est un radiateur qui permet de chauffer l'appartement en fait, l'hiver. Donc, il y a plusieurs fonctions en fait, finalement, à cet espace-là, entre la loggia et le logement. Donc, c'est vraiment intéressant la manière dont il a pensé les choses. À l'arrière, ici, vous avez la cuisine, qui est aussi un des éléments essentiels en fait, chez Le Corbusier. Ici, vous avez en bas donc, la cuisine. Ça a été dit donc, dans la vidéo. L'idée, c'était de que les femmes ne soient pas isolées en fait, dans leur cuisine. Et donc, ce qu'ils voulaient, c'est une cuisine ouverte sur la salle de séjour pour que la femme qui cuisine, ou l'homme qui cuisine, ça dépend, mais il pensait plutôt à la femme à cette période-là, puisse en même temps être là, regarder et participer à la conversation, puisse, vous voyez, passer les plats directement et qu'une autre personne puisse l'aider à servir la table. Donc, il y a l'idée de cette convivialité, de ne pas isoler les personnes les unes avec les autres. Et donc, cette cuisine a été dessinée par Charlotte Perriand, donc, qui est une femme, donc architecte, j'ai pas écrit son nom, excusez-moi, Charlotte Perriand. Donc, il y a une grande rétrospective en 2019 à la Fondation Vuitton à Paris. Donc, on a vraiment découvert ou redécouvert, si vous voulez, plutôt son architecture qui est
qui est très importante durant cette seconde moitié du XXe siècle. Donc là, ce qu'on voit aussi, c'est que Le Corbusier vraiment pensait cette cité radieuse comme comment dire, une petite ville en tant que telle. Donc je vous ai dit qu'il y avait des services qui étaient proposés, mais il y a également une école qui se trouve sur le toit. Donc là, on voit les enfants en fait, qui sont dans la cour de récréation, sur le toit, où il y a même une petite pataugeoire, une petite piscine dans laquelle ils peuvent évoluer. Et donc, les enfants font de l'exercice, de la gymnastique sur le toit de la cité radieuse, où on peut voir eh bien, le port de Marseille, en fait, au loin, donc, de cette cité. Alors, les murs sont assez hauts sur les côtés, hein, pour que les enfants puissent ne pas passer par-dessus quand même. Donc, il y a quand même une dimension de sécurité. Il vaut mieux, c'est plutôt important. Alors, ce que va offrir aussi Le Corbusier donc, dans, comment dire, dans son logement, c'est que l'aide cuisine, je le disais, communique avec la rue. Et donc, il y a un espace, en fait, une petite trappe, si vous voulez, qui permet donc de communiquer directement entre la rue et la cuisine. Et donc, par là, en fait, ce qui va être passé, eh bien, c'est le courrier, bien sûr. Donc, il y aura le facteur en fait, qui va passer, donner le courrier par cette petite trappe, après par des boîtes aux lettres qui vont être installées, mais d'abord c'était par ici, qui va aussi servir eh bien, les commandes de l'épicerie qui vont être passées directement par là, aussi de la glace. Alors de la glace pour conserver les aliments, parce qu'il n'y avait pas encore de réfrigérateur, ça avait pas, enfin, c'était le début, mais ça n'avait pas été pensé vraiment. Donc il y avait un service de glace en fait qui était distribué là pour conserver les aliments. Donc il y a aussi un service de téléphone intérieur qui était installé, qui ne fonctionne plus aujourd'hui. Mais les gens pouvaient s'appeler en fait, gratuitement les uns les autres au sein de l'habitation. Donc c'était vraiment pensé pour les interactions sociales. Il y avait aussi donc, un cinéma, il y avait donc tout un gymnase, une salle de réunion. Donc tout cela, ça avait été pensé pour favoriser, maximiser les interactions sociales entre les gens. Et en fait, les gens l'ont bien compris et ils se sont appropriés l'architecture en fait, de Le Corbusier, parce que dès 1952, ils se sont constitués en association et chacun était responsable d'un club de danse, de cinéma, de théâtre, parce qu'il y avait un théâtre de plein air aussi il y a un théâtre de plein air en fait sur le toit. Et donc, pour faire vivre en fait les gens et que les gens puissent se rencontrer et échanger en fait entre eux. Donc ça, c'était une dimension importante aussi chez lui. Alors, d'autres cités radieuses ont été également donc, construites donc, par Le Corbusier. La cité radieuse de Firminy-Vert, qui reprend en fait cet élément aussi donc, d'école en fait, sur le toit. L'école a fermé aujourd'hui, mais il existe toujours en fait, les logements. Il n'y a pas de commerce non plus, de rue commerçante. Disons que le prototype de Marseille n'a pas été reproduit à chaque fois dans les autres cités radieuses, dans les autres unités d'habitation. Parce que, en raison du contexte, en raison des coûts de construction, en raison des difficultés de fonctionnement, par exemple, la rue intérieure en fait, de la cité radieuse de Marseille est une rue. Alors si c'est une rue, est-ce que c'est public ou comme c'est à l'intérieur de la maison d'habitation, est-ce que c'est privé? Donc il y a eu toutes ces questions-là en fait qui se sont posées. C'était du logement social comment dire, à Marseille, mais un logement social, imaginez, avec tout le confort, avec comment dire, une surface beaucoup plus grande, avec un service de téléphone intérieur, un service de glace. Il y avait un liftier aussi pour l'ascenseur qui vous faisait monter et descendre. Donc il y avait tout cela en fait qui était proposé. Donc ce qui fait que eh bien, les charges en fait, de construction sont finalement assez, des charges d'entretien sont assez importantes. Donc du coup, c'était très compliqué finalement d'entretenir en fait ce bâtiment, et les gens qui habitaient dedans eh bien, avaient du mal finalement à continuer à financer cela. Donc petit à petit, il y a certains services qui ont été abandonnés, comme le service d'ascenseur, par exemple, donc, qui coûtait trop cher en fait, à faire fonctionner.
Donc, à Firminy-Vert, ici, c'est un petit peu la dernière, en fait. Je commence par la dernière et je vais revenir en arrière après. Firminy-Vert, c'est un peu la dernière qui a été construite. Le Corbusier n'a pas vu la fin de la réalisation, l'inauguration, puisqu'il est mort en 1965. Mais cette cité du Firminy-Vert a été voulue par Eugène Claudius Petit, qui était le maire de Firminy, et donc aussi l'ancien ministre du MRU. Et donc, il voulait pour sa ville construire cette grande unité d'habitation. Alors, l'autre unité d'habitation, la deuxième qui a été construite, là, vous voyez encore des élèves. On a eu de la chance parce que, en fait, avec les élèves de Essoyer, alors sur plusieurs années, on en a vu 3 unités d'habitation sur les 4. Donc, c'était pas mal quand même. Ici, donc, vous avez la maison radieuse donc, de Rezé, qu'on a vu en automne donc, 2019, donc près de Nantes. Donc là, vous voyez en fait les élèves studieux, j'ai mis, donc dans le hall donc, de la maison radieuse, donc ils faisaient un travail en fait qu'on leur demandait. Donc ils sont ici dans le hall et vous voyez certains sont appuyés donc sur un grand espace qui en fait à l'origine était une épicerie en fait et une poste, la poste qui était proposée, donc qui était directement dans le hall, ce qui fait qu'il y avait une interaction sociale en fait qui se faisait. Les gens arrivaient, rentraient du travail et puis pouvaient prendre leur courrier, acheter 2-3 petites choses et puis ensuite monter chez eux. Alors ça a disparu en fait au fur et à mesure. Comme dans la cité radieuse de Marseille aussi, malheureusement, il y a une grande partie des services qui ne fonctionnent plus. Alors l'hôtel est toujours là, l'hôtel-restaurant fonctionne toujours. Il existe toujours une galerie, il y a une galerie d'art, mais je crois que l'épicerie, en fait, il y avait un petit supermarché qui a fermé, donc il y a plein de choses qui ont fermé en fait au fur et à mesure. Alors cette maison radieuse en fait de Rezé est construite aussi dans le contexte de la reconstruction, puisque Nantes a aussi été très touchée par les bombardements, donc il y a une reconstruction importante. Et on voit que la construction est plus simple. Vous voyez, les pilotis ne sont pas arrondis, ne sont pas aussi importants, ils sont beaucoup plus simples. On voit donc le système des loggias toujours en couleur dans les parties supérieures, avec ces brise-soleil, avec ici dans la partie basse, donc les balcons toujours préfabriqués. Donc on retrouve le même modèle, mais en fait, ils ont été finalement adaptés quelque part à cette cité radieuse, qui est cette maison radieuse, qui est plus petite, et les appartements à l'intérieur sont aussi un petit peu plus petits, sont un petit peu plus courts. Les loggias sont un petit peu moins généreuses. Donc ça, c'est aussi en raison du coût en fait, des constructions. Il faut imaginer que la période de la reconstruction était compliquée. Il n'y avait pas beaucoup de matériaux, on ne trouvait pas beaucoup de béton. Donc il a fallu en fait s'adapter finalement. Et l'autre maison radieuse, l'autre cité radieuse, c'est celle de Briey en forêt. Alors, c'est une qui a été aussi visitée finalement par les élèves. Alors, cette cité radieuse de Briey, donc, qui se trouve en Meurthe-et-Moselle, hein, dans le nord-est de la France, on n'est pas très loin de Metz. C'est une cité qui a été vraiment voulue par le maire de Briey. Donc, on peut voir cette cité qui est assez grande, construite littéralement au milieu de la forêt. C'est complètement entouré d'arbres. La ville, en fait, c'est une ville donc toute petite qui doit faire peut-être 3-4 000 habitants, peut-être, la ville. Et le maire voulait en fait la construction de cette grande cité radieuse pour loger notamment les ouvriers qui travaillaient dans le charbon, parce qu'il y avait beaucoup d'usines de charbon, d'usines de sidérurgiques aussi dans le coin, dans cette région-là. Et donc pour loger en fait les ouvriers, il fallait en fait construire ces logements. Et donc ces logements ont été construits à la fin des années 50 et ont été investis rapidement donc, par des ouvriers, mais petit à petit, avec la crise justement donc, du charbon, il y avait de moins en moins de charbon qui a été utilisé, donc il y a eu de moins en moins d'ouvriers dans cette cité radieuse. Ça a compliqué un petit peu la vie finalement de ce bâtiment. Alors, il n'y avait pas que des ouvriers en fait dans cette cité radieuse, il y a eu aussi beaucoup d'Américains. Et beaucoup de familles en fait, américaines qui étaient installées en France dans le cadre de l'OTAN, donc, qui étaient là au début des années 60, entre 1960 et 1966,
Et ensuite, bon, la France est ressortie de l'OTAN, et les Américains sont partis, ce qui fait que quand les Américains, en fait, les familles américaines sont parties, que les ouvriers eh bien, étaient partis également donc, de la cité radieuse, ce qui fait qu'à peu près 6 ou 7 ans après sa construction, elle était quasiment vide. Il n'y avait presque plus personne dedans. Elle avait peut-être occupé à moins de la moitié de sa capacité. Donc c'était un vrai problème. Elle a été quasiment murée. Il y avait des murs qui étaient mis en place dans les années 60, pardon, dans les années 80. Et à partir de là, il s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on allait en faire, la démolir, la reconstruire complètement, enfin, la réhabiliter. Bon. Et le maire de l'époque voulait absolument la conserver parce qu'il connaissait la valeur en fait de cette architecture de Le Corbusier. On retrouve une architecture finalement assez simple avec que des logements, il n'y a pas de rue intérieure, il n'y a pas d'école non plus. Les pilotis sont un peu les mêmes que ceux de Nantes, donc c'est aussi une cité radieuse assez simple. Et donc elle a été rachetée par l'hôpital qui se trouve à côté pour y installer une école d'infirmières. Et donc il y a une école d'infirmières qui s'est installée, et petit à petit, les logements qui étaient des logements sociaux ont été revendus, et les personnes qui étaient là ont pu racheter, donc devenir propriétaires. Donc aujourd'hui, il y a une partie de logement social, une partie d'école d'infirmières et une partie de copropriétaires dans ce bâtiment, qui ont donné une seconde vie finalement à ce bâtiment, et qu'on peut visiter aujourd'hui. Il y a une association qui propose des visites, qui est voilà, avec une personne qui est très dynamique, qui propose des visites. Alors, je vais vous montrer cette image-là. Donc, on retrouve la rue intérieure, vous voyez, qui est plus simple, plus sobre. On peut voir que les plafonds, on peut deviner que les plafonds sont assez bas. Donc là, on a une image de la cuisine, ici. Donc, les surfaces sont un petit peu moins généreuses que celles de Marseille, mais tout de même, pour du logement social, ça reste quand même vraiment intéressant, hein, avec tout le confort, ce qui était vraiment original à ce moment-là. Ici, vous avez en bas une vue de la chambre. Et ici en haut, alors c'est un petit clin d'œil, c'est une élève de SOIA qui rentre dans l'appartement par la boîte aux lettres. Donc l'idée, c'est que la personne qui nous faisait la visite nous a expliqué que un jour, un des habitants en fait, de la cité radieuse avait oublié ses clés à l'intérieur et a fait fermer la porte. Vous voyez que sur l'image ici, il n'y a pas de poignée. Donc lorsque vous fermez la porte, vous êtes enfermé dehors, si vous avez oublié vos clés. Et cette personne eh bien, est passée par la boîte aux lettres dont je vous parlais aussi pour la cité radieuse de Marseille. Elle est rentrée chez elle par la boîte aux lettres pour reprendre ses clés et finalement pouvoir réouvrir la porte. Et donc, certains élèves ont fait l'expérience de cette personne en rentrant dans l'appartement par la boîte aux lettres. Donc, on voit que c'est une expérience assez intéressante. Donc, cette cité radieuse a une vie finalement assez particulière. Heureusement, donc aujourd'hui, on redécouvre aussi cette architecture finalement de Le Corbusier. Il y a eu ce classement, comme vous le savez sans doute, au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui a fait qu'on a redécouvert parfois cette architecture finalement de Le Corbusier, que ce soit dans sa phase, on va dire, puriste, qu'on a pu voir donc avec la Villa Savoie, ou dans sa phase plutôt brutaliste, on va dire, donc par rapport plutôt ici à la maison finalement donc radieuse de Briey, ou la cité radieuse donc de Marseille, qui déjà, celle de Marseille, a été très tôt en fait dans sa construction critiquée aussi. Vous avez vu cette vidéo donc avec Dali qui eh bien, va comment dire, critiquer finalement cette architecture, mais très tôt en fait, des Marseillais vont aussi en fait critiquer donc l'architecture de Le Corbusier, et certains vont l'appeler la maison du fada. Le fada, c'est-à-dire le fou, en fait, on dit ça dans le sud de la France. Lui, il est complètement fada, il est complètement fou. Et donc, on l'appelle la maison du fou parce que, eh bien, il construit un grand bloc de béton comme ça, et qui sort complètement de ce que pouvaient voir les Français, en fait, à cette époque-là.
Alors, Le Corbusier donc, a essayé vraiment de promouvoir en fait, la construction de ces cités radieuses. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il a fallu à chaque fois l'impulsion d'une personne, d'un maire, qui soit vraiment volontaire pour construire cela dans sa ville. Et on sent que derrière, il y a eu un projet politique aussi qui était porté derrière. Et donc ça, c'est finalement assez intéressant de voir que c'est quelque chose qui ne se construit pas comme ça ne va pas forcément de soi, mais qu'il y a tout un projet politique derrière qui est prévu, qui est conçu, et avec forcément aussi des oppositions qui vont se faire entre la droite et la gauche. À Marseille, c'était une mairie communiste à cette période-là. Et donc, c'est dans le cadre aussi de ce mandat en fait, municipal, avec un maire qui a aussi porté, en plus du ministre, qui a porté en fait, ce projet, que ce bâtiment a pu être construit. Claudius Petit à Firminy était aussi un maire radical, en fait, qui a voulu porter cela. À Rezé, la même chose, c'était aussi un maire de gauche, donc qui a porté en fait ce projet-là. Donc il faut voir que c'est à chaque fois l'association d'un maire, d'un homme politique, d'un maire ou d'un ministre, et d'un architecte qui a pu eh bien, faire que ces bâtiments sont sortis de terre. Hop. Voilà, j'ai terminé ma présentation sur Le Corbusier. Je laisse un petit peu de temps, on avait prévu à peu près 1 heure, mais je laisse justement un petit peu de temps aux questions, si vous avez peut-être des questions sur ces architectures. Donc là, on voit encore les élèves donc, à la Cité radieuse de Marseille qui ont pu donc, faire cette visite avec quelqu'un du Centre d'architecture et d'urbanisme de Marseille, et donc qui ont pu donc visiter voilà, cette cité radieuse. Dans chaque cité, vous pouvez voir qu'il y a un appartement témoin aussi. On peut à chaque fois trouver un appartement témoin et se rendre compte de l'aménagement ici de cette cité. Hop. Voilà, je vais arrêter de partager pour voir tout le monde, pour faire une petite mosaïque ici. Oui, Kayla. Bonjour, oui, il faut que j'aille en quelques minutes, désolée, mais merci beaucoup pour la présentation, ça m'a fait plaisir, vraiment. Ma question sera, en fait, je prends un cours à l'université sur la ville durable et comment construire les villes durables. Et selon vous, est-ce que le Corbusier présentait l'inspiration pour comment construire les villes plus durables, comment économiser les espaces verts, qu'est-ce qu'on peut répondre de ces idées et son travail il y a longtemps. Ouais, merci. Ouais. Merci, Kéla. Merci. Ça fait plaisir de te voir, c'est bien. Alors, il y a 2 choses. Il faut voir aussi le contexte de l'époque. Il y a d'un côté Le Corbusier qui propose effectivement de sauvegarder un petit peu l'espace et donc de garder de l'espace du jardin, des espaces verts au maximum, et donc de construire en hauteur pour garder en fait un maximum de ce qu'on appelle le foncier, c'est-à-dire de la terre. Mais en même temps, il pense aussi la ville à l'ère de la voiture. Et donc, aujourd'hui, on ne pense plus les villes durables comme ça, mais on est vraiment dans les années, vous savez, dans les années 50, 60, c'est vraiment l'ère du progrès, on y va, donc c'est la voiture qui va diriger en fait l'urbanisme de la ville. Et donc, Le Corbusier prévoit en fait ces villes en fonction de cela et en fonction de la voiture. Donc, en ce sens-là, il n'est pas durable, mais en sens, il est durable dans le sens où il veut quand même essayer de sauvegarder un maximum de foncier. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut noter. Mais dans dans sa charte d'Athènes, ce qu'il va proposer, c'est aussi une séparation de circulation. C'est-à-dire qu'il va d'un côté prévoir des circulations pour les voitures, des espaces dédiés aux voitures, et un autre espace séparé pour les piétons, avec des chemins spécifiques. Voilà. Voilà. Il y a d'autres questions peut-être si,
Oui, Richard. Oui. Où est le parking pour toutes les voitures? Oui, bonne question. Le parking se trouve quasiment en fait au pied de la cité radieuse sur un côté. Donc il y a un côté qui est réservé aux voitures et puis l'autre qui s'ouvre sur un espace vert. Ah, d'accord. Ouais, mais il n'y a pas de parking souterrain, il n'y a pas de. Et c'est vrai que c'est pensé comme ça, quoi, que la voiture, beaucoup, quoi. Oui, Tog. Bonjour Benjamin, très bien Bonjour. fait. Est-ce que Corbusier, c'est l'inventeur du loft? Vous savez que les lofts sont très chics à New York et d'autre part, ça a l'air des lofts dans ces bâtiments. Ah, c'est vrai. Oui, c'est vrai que ça ressemble un petit peu. Lui, ce qu'il voulait dans son architecture, c'est vraiment un maximum, en fait, un maximum de lumière. Et ce qu'il voulait, c'est aussi avoir énormément d'espace. Donc, on voit effectivement, ce qui ressemble à des lofts, c'est sur 2 niveaux. En fait, où il a eu cela, c'est lorsqu'il a fait des voyages en fait en Russie. Il a fait plusieurs voyages en Russie où il a observé en fait l'architecture et il a vu l'idée en fait de rue intérieure, d'appartements traversants. Comme ça, il a eu cette idée-là en voyant en fait l'architecture en Russie et il a réappliqué et adapté en fait à un modèle qu'il a repris en France pour les cités radieuses. Donc ce modèle donc, de rue intérieure, d'appartements avec double exposition pour avoir de la lumière en fait toute la journée. Donc est-ce qu'il est l'inventeur vraiment des lofts? Je ne sais pas, c'est vrai que ça y ressemble en tout cas, c'est vrai. Oui. Les murs intérieurs sont fabriqués de quel matériau? Les murs intérieurs, donc on a une ossature effectivement de béton et à l'intérieur en fait vous avez une sorte de cage en fait qui est aménagée en plomb. En fait c'était du plomb en fait au départ avec un système d'isolation, une structure en bois encore à l'intérieur qui permet de faire l'isolation phonique. Comme ça parce que le béton en fait fait que dès qu'on a un son, se propage en fait très facilement par la structure en béton. Par la structure en béton. Et donc là, il va isoler en fait chaque appartement. Nous, on voit la main en fait qui arrive et qui rentre l'appartement. Donc on a en fait du plomb et on a une structure en bois en fait à l'intérieur qui permet de faire une ossature séparée du béton. Quelqu'un, une autre question peut-être? J'ai une question. Quels sont les cinq points de l'architecture? Ah, les 5 points, oui, je peux les redire. Ouais. Sont les pilotis, c'est-à-dire les poteaux en fait, qui vont permettre de surélever l'habitation. Et donc ça permet justement cette idée de prolonger les jardins en dessous et de ne pas avoir l'humidité qui remonte dans le bâtiment. Ça, c'est quelque chose d'important. Le deuxième, ce sont les toits terrasses ou toits jardins. L'idée, c'est d'avoir vraiment, de profiter de la lumière du soleil sur les toits terrasses, de faire une sorte de solarium, en fait. Et en même temps, aussi d'avoir parfois un toit jardin, c'est-à-dire que pour lui, en fait, le béton est quand même un matériau qui peut être assez fragile parfois, parce que c'était le début du béton armé. Donc, il avait sur les toits, en fait, une couche de sable assez fine, une couche de gravier, comme des petits cailloux. Et là-dessus, en fait, ça allait se développer un humus, comme une sorte de mousse, une sorte de verdure, qui allait en même temps absorber un peu cette humidité et créer un jardin, et en même temps faire une sorte d'isolation thermique sur le dessus. D'où l'idée de toit jardin. Et donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième, c'est le plan libre. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous avez vu la structure domino. Donc on a des poteaux qui portent la structure. Et à l'intérieur, vous pouvez aménager comme vous voulez. Il n'y a pas de murs porteurs qui font des divisions. On aménage tout comme on veut. Et on peut aménager les niveaux différemment les uns par rapport aux autres, puisque c'est juste les poteaux qui portent. Et si vous avez peut-être vu, je ne l'ai pas signifié, mais
les planchers sont construits en porte-à-faux. Porte-à-faux, on dirait cantilever en anglais, cantilever. C'est-à-dire qu'on a un poteau comme ça et le plancher dépasse. Il n'est pas comme ça, il dépasse un petit peu. Ce qui fait qu'après, on peut, comment dire, sur le mur, pour fermer en fait l'espace, on met une façade, qui est une façade libre, parce qu'elle ne porte rien, à part son propre poids. Et en même temps, comme la façade est libre, elle ne porte rien, on peut mettre des fenêtres en bandeau tout le long. Il n'y a pas de mur de façade qui porte. Il n'y a rien qui porte. Donc, on peut avoir des fenêtres sur tout le long. Et donc là, on a nos 5 points. Façade libre, plan libre, fenêtre en bandeau, pilotis et toit terrasse. Merci beaucoup. Pas de problème. J'ai compris. Très intéressant parce que ça ressemble beaucoup à l'université d'Hawaï. Il y a D'accord. Mais il y a un bâtiment qui ressemble un peu au bâtiment de Corbusier et c'est un peu différent, mais je vois des choses comme la lumière et Après, il y a beaucoup d'architectes aussi qui ont repris en fait des éléments de Le Corbusier, des architectes américains, je ne les ai pas tous en tête, mais il y a Richard Meyer, par exemple, qui va beaucoup s'inspirer de Le Corbusier, mais de la phase plutôt des années 1920, la phase puriste, mais en l'adaptant bien sûr aux années 1980, en fait, plutôt 80-90. Et donc, on va retrouver en fait la patte un petit peu de Le Corbusier, les pilotis, les façades en longueur, mais adapté bien sûr aux conditions actuelles. C'est un personnage qui est assez fascinant, en fait, Le Corbusier. Alors, on a beaucoup parlé de lui. Il y a eu une rétrospective en 2005 pour les 40 ans en fait, de sa mort, en fait, et 2015, pardon, pour les 50 ans. Il y en a eu une en 2005, une autre en 2015. Et il y a eu un petit peu une polémique aussi autour de Le Corbusier, de savoir est-ce que Le Corbusier est, comme Dali le dit, un architecte fasciste ou pas. Donc il y a des ouvrages qui sont sortis, et c'est vrai qu'on observe qu'il se rapproche en fait parfois, il s'est rapproché du régime de Vichy fait en France pour pouvoir proposer son architecture. Donc, on peut le voir, alors on peut nuancer, parce qu'il y avait peut-être des idées un petit peu comme ça. Néanmoins, on peut le voir surtout comme un opportuniste, quelque part. Parce que ce qu'il voulait, c'est construire, en fait, et construire ces bâtiments. Et donc, peu importe, en fait, le régime, on ne fait pas de politique en architecture. Et donc, on va chercher à construire. Et quelque part, aussi, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut voir, c'est que ce type de construction est assez particulière, et qu'il faut quelque part une force politique derrière, comme je l'ai dit. Et donc en France, avec la reconstruction, avec la période de Gaulle aussi, on avait quand même ces conditions qui étaient réunies, parce vous savez, la France est un pays très centralisé, et ce centralisme eh bien, a permis finalement à Le Corbusier de mettre en avant finalement certaines de ses idées. Donc il faut aussi des conditions politiques finalement pour pouvoir construire ce genre de bâtiment, qui est assez particulier. Donc, voilà ce qu'on peut dire un petit peu sur sa personnalité. Mais c'était quelqu'un, alors il faut imaginer, c'est un petit peu comme, c'est un peu génie de l'architecture, mais comme tous les génies ont parfois leur part d'ombre un petit peu, c'était quelqu'un qui était sans doute aussi assez imbu de lui-même, c'est-à-dire que je pense qu'il aimait beaucoup, voilà, qui était quelqu'un aussi très présent, qui n'hésitait pas à mettre les autres un peu de côté pour se mettre en avant. On l'a vu lors de la rétrospective sur Charlotte Perriand. On a pu voir qu'elle a participé beaucoup en fait au projet de Corbusier. Et Le Corbusier avait tendance à effacer un petit peu ce qu'elle avait fait pour dire que c'est moi qui l'ai fait. Donc voilà, c'est un petit peu voilà, c'était l'époque le voulait un petit peu comme ça. Et puis la personne aussi, c'est une personnalité, je pense, assez particulière. S'il y a d'autres questions encore. C'était intéressant de pouvoir
ce qui était intéressant, c'est de voir aussi le regard des élèves que les élèves avaient dessus lorsqu'on a visité en fait cette architecture-là. C'était assez particulier. Et donc il a fallu bien contextualiser et les élèves en fait comprenaient après pourquoi. Mais c'est vrai que c'est assez bizarre, quoi. C'est un peu, on disait oh mais c'est moche, etc. Mais lorsqu'on explique, lorsqu'on comprend, et ben et ben finalement, on arrive finalement peut-être à, pas forcément à aimer, mais bon, à mieux comprendre en tout cas ce type d'architecture. Villejean à Rennes, ça date de quelle année? Villejean, c'est la fin des années 60. C'est ouais, la fin des années 60. Alors là, on est dans une autre idée. Alors, c'est intéressant que vous parliez de ça parce que Villejean, on est dans ce qu'on appelle les grands ensembles. Ce qui vont être construits dans les années 60, beaucoup, alors fin des années 50 et début des années 60. C'est même une zone à urbaniser en priorité, ce qu'on appelle une ZUP, qui vont être mises en place dans ces années-là, justement pour répondre à une grande demande de logement, pour essayer de pallier en fait l'insalubrité des logements, le manque de logements. C'était aussi en même temps ce que savaient bien faire les architectes français à l'époque, c'est-à-dire des grands ensembles, des bars, des tours. Et donc Villejean, alors c'est même un programme un petit peu particulier, comme vous le connaissez sans doute. Il y a une partie de logement, il y a une partie d'université, et il y a une partie aussi de l'hôpital, du centre hospitalier universitaire. Donc c'est vraiment un mix un petit peu des trois, avec l'université de Villejean, donc de lettres, dont les bâtiments ont été construits par Louis Arech, qui était un grand architecte aussi français, et qui était l'architecte urbaniste de la ville de Rennes. Mais c'était vraiment les grands ensembles, c'était bar et tour, quoi. C'était beaucoup de logements sociaux aussi. C'était beaucoup de logements sociaux.